Dans un coin de notre enfance, nous avons tous gardé un souvenir des mille et une nuits. Oh non, ce n'est pas à cause de Goscinny et Is No Good. C'est plutôt dû à cet homme, Antoine Galland. Il avait été secrétaire particulier de l'ambassadeur auprès du sultan de l'Empire ottoman et avait effectué plusieurs voyages en Orient, comme on disait à l'époque. Le voici un habit d'orientaliste. Il avait appris l'arabe, le persan, le turc et avait ramené de ses voyages de nombreux manuscrits. Parmi ces manuscrits, il y avait des livres de contes provenant de plusieurs nations et issus de traditions étalées sur plusieurs siècles. Il s'était mis à partir de 1701 à traduire ces contes, contes qui ont été publiés à partir de 1704 sous le nom de Les mille et une nuits, contes arabes. Le succès a été immédiat. Les volumes se sont succédés de la plume de Galland jusqu'en 1717, et puis il y a eu des suites, des rééditions, des réinterprétations, puis des traductions en allemand, en anglais. Et c'est comme cela que nous connaissons tous Aladdin et sa lampe merveilleuse. Nous connaissons aussi le calife des mille et une nuits, Haroun al-Rachid. Il se trouve que ce Haroun al-Rachid est un personnage historique. Il était contemporain de Charlemagne, et d'après les chroniques, ils avaient même lié des relations d'amitié, à force d'échanger des ambassades. Ce tableau représente une ambassade de Charlemagne auprès de Haroun al-Rachid. Vous voyez des Francs arriver à cheval en brandissant des haches et en faisant peur aux enfants. Et voici une ambassade d'Haroun al-Rachid auprès de Charlemagne. Les envoyés arrivent avec des cadeaux. Il y a un éléphant, un dromadaire, et puis vous voyez un personnage au premier plan en train de déposer un objet au pied de Charlemagne. Le chroniqueur de la vie de Charlemagne, qui s'appelait Eginhard, nous en dit plus. Les présents du dit roi étaient plusieurs manteaux de soie très précieux, des parfums, des onguents et du baume. De plus, une horloge en bronze doré composée admirablement par l'art mécanique. Le cours des 12 heures y entourait le cadran, et il y avait autant de petites boules d'airain qui tombaient à l'accomplissement de l'heure et faisaient teinter par leur chute une cymbale placée au-dessous. Il y avait encore un même nombre de cavaliers qui sortaient par 12 fenêtres à la fin des heures et fermaient par l'impulsion de leur sortie les fenêtres qui étaient ouvertes auparavant. Il se trouvait aussi dans cette horloge beaucoup de choses qu'il serait trop long de rapporter ici. En clair, la sophistication mécanique de l'horloge envoyée par Haroun al-Rachid dépassait de très loin les connaissances techniques de l'Occident de l'époque. Tout juste si on ne craignait pas une diablerie ou un maléfice. Et pourquoi Haroun al-Rachid et Charlemagne échangeaient-ils des ambassades? Il y avait à l'époque, autour de la Méditerranée, deux empires chrétiens, l'empire carolingien de Charlemagne et l'empire romain d'Orient, celui de Constantinople. Il y avait aussi deux califats, Al-Andalus dans la péninsule ibérique et le califat de Bagdad. Ces quatre puissances s'alliaient souvent deux par deux les uns contre les autres. Un des successeurs d'Haroun al-Rachid, Al-Mamoun, s'est plutôt allié avec l'Empire byzantin. On le voit ici échanger des ambassades avec Théophile. Qui étaient les califes de Bagdad? C'étaient des califes abbassides. Un peu plus d'un siècle après l'hégire, des descendants d'un oncle du prophète avaient pris le pouvoir. Les trois qui sont en bleu nous intéressent plus particulièrement. Al-Mansour, Haroun al-Rachid et Al-Mamoun. Al-Mansour est celui qui a décidé de transférer sa capitale à Bagdad et d'y construire une ville ronde
avec son palais au milieu. Elle a pu ressembler à ceci. Le second calife est Haroun al-Rachid, le copain de Charlemagne. Le troisième calife Al-Mamoun a suivi un courant de l'islam particulier, la Mu'tazila. C'est un courant rationaliste qui affirme en particulier tous les objets de la connaissance sont supervisés par la raison et reçoivent leur pouvoir de l'inspection rationnelle. Ou bien, la raison est un aspect essentiel de la foi, un moyen de comprendre le monde et le message de Dieu qu'il contient. Ce n'est pas très loin du grand livre du monde qui est écrit en caractères mathématiques selon Galilée, mais le rationalisme en Europe n'est arrivé qu'au XVIIe siècle. On raconte qu'Al-Mamoun aurait reçu en rêve la visite d'Aristote qui lui aurait conseillé de consacrer son règne au développement des sciences. On ne sait pas lequel de ces trois califes a créé la maison de la sagesse. Peut-être existait-elle avant Al-Mansour. On ne sait pas non plus ce que c'était exactement. On a tendance à y voir la première université ou le premier centre de recherche. C'est probablement anachronique. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y avait une bibliothèque importante et aussi un centre de traduction. Y avait-il des enseignements, comme ça semble être le cas sur cette image? On n'en sait rien. Cette représentation date de plusieurs siècles plus tard. Est-ce qu'il y avait un observatoire avec les instruments appropriés, comme on le voit ici? On ne le sait pas non plus. Est-ce que ça pouvait ressembler à cette représentation idéalisée? Il y a peu de chances. On est sûr en tout cas qu'il y a eu une activité importante de traduction. Les califes ont fait acheter tous les manuscrits possibles et ont attiré à Bagdad des spécialistes capables de les traduire. On a traduit non seulement les manuscrits grecs, mais aussi des textes sanscrits en provenance d'Inde, et on les a traduits en arabe. À ce propos, quand on parle de science arabe, on ne fait pas référence ni à un peuple, ni à une religion, mais à une langue. C'est le terme consacré pour désigner les sciences qui se sont développées avec, comme support, la langue arabe. Elles ont été développées par des gens qui venaient d'un peu tous les territoires conquis à ce moment-là par les héritiers du prophète. Certains venaient d'Asie mineure, d'autres d'Afrique, d'autres d'Europe. Leur langue maternelle n'était pas l'arabe, mais ils étaient capables de l'écrire. Vous voyez ici une représentation de l'idée qu'on se faisait d'Aristote en train d'enseigner le maniement de l'astrolabe à ses disciples. Vous voyez l'astrolabe dans la main droite du maître. Les disciples tiennent sur leurs genoux un texte écrit en grec. Et tout le monde est habillé à la mode arabe. Parmi les premières traductions de textes grecs, on trouve les éléments d'Euclide. Plusieurs traductions proviennent de la maison de la sagesse, dont celle-ci. Après les éléments d'Euclide vient le traité des coniques d'Apollonius. Et après Apollonius vient Archimède. Vous reconnaissez ici la méthode d'approximation du cercle par des polygones inscrits. En plus de la géométrie, il y a l'astronomie. Le traité majeur d'astronomie est la composition mathématique de Ptolémée. Ce sont les Arabes qui l'ont baptisé Almageste. Al pour l'article arabe et Mageste pour le plus grand. Le nom le plus célèbre de la maison de la sagesse est Al-Khawarizmi. Il était originaire du Khwarezm, qui est une région d'Asie mineure, proche de la mer d'Aral. Et c'est de son nom que vient Algorithme. Al-Khawarizmi était loin de n'être qu'un traducteur, et le livre dont vous voyez ici la première page est non seulement une œuvre originale, mais c'est le livre fondateur d'une nouvelle discipline, l'algèbre. Le mot algèbre est dans le titre,
le livre du calcul par Al-Jebr et Al-Mokabala. On peut traduire ces deux mots par restauration et comparaison. C'est le premier des deux qui a donné Algèbre. Voici les premières lignes du livre. La faveur que Dieu a accordée à l'imam Al-Mamoun, prince des croyants, outre le califat dont il lui a consenti l'héritage, l'a investi de l'habit et l'a ordonné du lustre. En plus de cela, le désir des belles lettres, de s'attirer ceux qui s'y adonnent, de se les approcher, de répandre sur eux sa protection et de les aider à éclaircir ce qui était impénétrable et à faciliter ce qui était difficile, m'ont exhorté à composer dans le calcul de l'algèbre et d'Al-Mokabala un livre concis. J'ai voulu qu'il renferme ce qui est subtil dans le calcul et ce qui en lui est le plus noble, ce dont les gens ont nécessairement besoin dans leurs héritages, leurs legs, leurs partages, leurs arbitrages, leurs commerces, et dans tout ce qu'ils traitent les uns avec les autres, lorsqu'il s'agit de l'arpentage des terres, de la percée des canaux, de la mensuration et d'autres choses relevant du calcul et de ces sortes. Et effectivement, Al-Khawarizmi tient parole. Le livre comporte deux parties. Dans la première, il explique ses techniques de résolution des équations du second degré. La seconde partie est une liste de problèmes appliqués. Ce livre, même s'il est le plus connu, n'est pas le seul qu'Al-Khawarizmi ait écrit. Il a écrit aussi des livres d'astronomie, et puis un traité sur le calcul indien. La traduction latine est en grande partie responsable de la diffusion en Occident de cette numération indienne, que nous appelons arabe à cause d'Al-Khawarizmi. C'est aussi de ce livre qu'est venu le mot algorithme, qui à l'origine désignait la numération indienne. Un autre très grand nom de la maison de la sagesse est Al-Kindi. Al-Kindi est le premier savant universel. Il a écrit sur à peu près tous les sujets, environ 300 mémoires. Tous ne nous sont pas parvenus. Al-Kindi a écrit sur la philosophie, l'éthique, la logique, les mathématiques bien sûr, mais aussi la zoologie, la poésie, la médecine et à peu près tout ce à quoi il pouvait réfléchir, des bijoux aux teintures en passant par les tremblements de terre. Il est connu en Occident comme le philosophe du bonheur à cause d'un mémoire intitulé L'art de combattre la tristesse. Il faut que nous ne préférions pas la durée de la tristesse à la durée de la joie. Il faut que nous ne soyons pas tristes de ce qui nous manque ou de la perte de ce que nous aimons, et que nous rendions nos âmes par une belle habitude, satisfaites de toutes conditions, afin que nous soyons toujours joyeux. Celui dont la recherche est vaine est malheureux. Donc celui qui désire les choses provisoires, qui veut les posséder et en faire l'objet de son amour, est malheureux. Et celui dont la volonté s'accomplit est heureux. Plus important pour l'histoire des mathématiques est ce traité sur le déchiffrement des messages cryptographiques. Il est important à deux titres. D'une part, c'est le premier traité de cryptographie connu. La page qui est reproduite ici est une classification des différentes techniques de chiffrage. Et c'est aussi le premier livre au monde qui traite de statistiques, parce qu'il expose de manière très claire la technique de base du déchiffrage qui est l'analyse de fréquences. La façon d'élucider un message crypté, si nous savons dans quelle langue il est écrit, est de nous procurer un autre texte en clair dans la même langue, de la longueur d'un feuillet environ, et de compter alors les apparitions de chaque lettre. Ensuite, nous nous reportons au texte chiffré que nous voulons éclaircir et relevons de même ces symboles. Nous remplaçons le symbole le plus fréquent par la lettre première, la plus fréquente du texte clair, le suivant par la deuxième, le suivant par la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous soyons venus à bout
de tous les symboles du cryptogramme à résoudre. Al-Kindi ne se contente pas d'exposer la méthode. Il donne une estimation des fréquences des lettres en arabe après en avoir compté 3667. Le troisième grand nom de la maison de la sagesse est celui des frères Banu Moussa, les fils de Moussa. Ils étaient trois, et ils avaient chacun leur spécialité, mais leurs livres sont signés collectivement. Les frères Banu Moussa ont écrit des livres de géométrie, astronomie, de philosophie, de linguistique, et puis des livres sur les dispositifs techniques, des engins militaires, l'astrolabe, un automate musical. Le plus célèbre est le livre des procédés ingénieux. Quand on voit toutes les machines qui sont décrites dans ce livre, on n'est pas du tout surpris de la sophistication de l'horloge qu'Haroun al-Rachid avait envoyée à Charlemagne. Il y a des mécanismes à base d'engrenages et de balanciers, comme celui-ci, ou bien des mécanismes hydrauliques à base de pompes, de vases communicants et de roues à aubes. Les frères Banu Moussa ont beaucoup voyagé. Ils avaient été chargés par Al-Mamoun d'acheter des manuscrits partout où ils en trouveraient, mais aussi de recruter des traducteurs. Parmi les traducteurs célèbres qu'ils ont recrutés, il y avait Tabit Imkura, qui, comme les autres, n'a pas fait que traduire. Il a été à la fois un grand mathématicien et un grand médecin. Sous le successeur d'Al-Mamoun, les frères Banu Moussa se sont trouvés impliqués dans des querelles politiques. On dit qu'ils se seraient opposés à Al-Kindi et qu'ils auraient obtenu que Al-Kindi soit expulsé et sa bibliothèque confisquée. Comme quoi, s'il y a bien une constante dans les milieux scientifiques, ce sont les querelles de personnes. Reste que cette maison de la sagesse, en l'espace de quelques générations, a été le théâtre d'une explosion scientifique sans précédent. Cette explosion n'a pas été sans lendemain. Les Al-Khawarizmi, Al-Kindi et autres ont eu des successeurs. Les traducteurs ont continué à réfléchir sur ce qu'ils traduisaient. Ils ont commencé à se poser des questions, en particulier sur le fameux postulat des parallèles au début des éléments d'Euclide. C'est le cas d'Al-Toussi au XIIIe siècle. Vous voyez sur cette page sa démonstration du théorème de Pythagore. Les successeurs d'Al-Khawarizmi en algèbre ont cherché à aller plus loin en résolvant des équations de degré 3. Omar Khayyam, au XIIe siècle, est connu pour ses magnifiques quatrains écrits en persan. Et il a aussi écrit en arabe un livre sur les équations du troisième degré, dans lequel il rend hommage à Al-Khawarizmi. Parmi les successeurs philosophes d'Al-Kindi, Ibn Sina ou Avicenne domine. Il est surtout connu en Occident par son canon de la médecine, traduit en latin, qui a formé des générations de médecins occidentaux. Et il était aussi un mathématicien et logicien, un de ceux qui ont le mieux compris les syllogismes dans la logique d'Aristote. Le successeur d'Ibn Sina, c'est Ibn Rushd ou Averroès au XIIe siècle. Même si Averroès n'a pas, comme Al-Mamoun, suivi la Mu'tazila, il s'inscrit, à l'instar d'Avicenne, dans la droite ligne des courants rationalistes de l'islam. Et comme le montre le film de Youssef Chahine, Le Destin, il en a payé le prix. Beaucoup de ses livres ont été brûlés. Heureusement, des traductions latines ont été conservées. Sa pensée a été diffusée en Occident, au point de donner lieu, au Moyen Âge, à un courant du christianisme, l'avéroïsme. Parmi les successeurs des frères Banu Moussa, le nom d'Al-Jazari, au XIIe siècle, se détache. Il a donné à son livre presque le même titre que celui des frères Banu Moussa, le livre des procédés mécaniques ingénieux.
Il a mis 25 ans à l'écrire, mais le résultat est bluffant. Ceci est une horloge astronomique. Vous voyez les signes du zodiaque en haut et des musiciens automates en bas. Une autre horloge, juchée sur un éléphant mécanique, avec un oiseau tout en haut qui annonce les heures. Toutes sortes de dispositifs hydrauliques, avec des norias, des roues à hobbe, des engrenages. Un automate qui sert à boire sur un dispositif de vase communicant. Cet autre dispositif hydraulique est un appareil à musique. Vous voyez une sorte de bascule et des courants d'eau qui vont de droite à gauche, et chaque fois que le courant d'eau passe, le sifflet qui est en haut émet un son. Ce qui s'est passé dans la maison de la sagesse à Bagdad entre 750 et 850 est assez étonnant. Qu'un pouvoir politique décide de promouvoir la connaissance et que cela provoque en quelques générations une telle explosion dans la recherche scientifique, ça ressemble à un conte des mille et une nuits, vous ne trouvez pas?